Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. La chance, c'est ce petit quelque chose d'imprévisible qui change tout. Un alignement de circonstances, une rencontre inattendue, un moment où tout bascule. Mais est-ce vraiment un hasard ou une aptitude à saisir l'instant, à oser au bon moment? Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneur, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 7e saison, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui ont croisé la chance ou qui l'ont provoquée. Athlètes, entrepreneurs, investisseurs, ils nous racontent les coups de bol, les signaux faibles et les carrefours invisibles où tout s'est joué. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Cet épisode d'Outdoor Minds vous est offert grâce au soutien d'Above & Beyond, le fonds d'investissement Early Stage, spécialiste des secteurs du tourisme, des sports et des loisirs. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Marc Guignard, cofondateur de Guts. Salut Jean-Marc. Salut Armelle. Alors Jean-Marc, est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes un peu précurseurs de la suite qui a pris ensuite ta carrière professionnelle ? J'ai envie de te répondre, pas vraiment. Si ce n'est que le seul signe avant-coureur que j'avais étant petit, c'est que j'ai toujours été passionné de surf. On va dire que c'est ce qu'il y a dans la deuxième partie de ma carrière entrepreneuriale dont on va discuter aujourd'hui. Peut-être était le seul signe avant-coureur du coup. C'est certainement cette passion pour le surf, cette envie de surfer, d'être dans l'océan, ce rapport à l'outdoor et à la nature qui fait qu'à un moment donné, effectivement, ça a rejoint mon parcours professionnel. Mais on va dire qu'au tout départ, il n'y avait pas vraiment de lien avec ça. Et avant de créer Guts, c'était quoi justement les grandes étapes ? Écoute, les grandes étapes, on va dire, ont été des étapes liées à de l'opportunité, du chaos, du changement. J'ai commencé ma carrière dans l'événementiel. J'étais chez DDB. J'ai commencé tout jeune, aux alentours de 30 ans. J'ai pris la décision de tout lâcher, de partir avec ma femme en Asie, vivre en Chine. Donc vraiment un changement complet, radical, pour finalement me retrouver dans l'événementiel parce que j'en ai toujours été passionné. C'est de là que, partant de Chine pour arriver à Hong Kong 6 ans plus tard, je commence l'aventure entrepreneuriale. Je fais une rencontre. Je rencontre une personne qui est aujourd'hui mon associé dans l'aventure entrepreneuriale événementielle, avec qui on a commencé du coup une première agence. Et de là, de fil en aiguille, on va dire qu'un jour, par un événement, un accident, c'est toujours pareil, un accident de parcours, j'entame ma deuxième expérience entrepreneuriale dirigée vers le surf, le sport et le surf et la sécurité. Alors justement, est-ce que tu peux nous présenter un peu Guts et sa proposition de valeur ? Bien sûr. Guts, c'est un projet très simple. Guts, à la base, donc, qui vient de l'anglais courage, est né d'une idée très simple. On est à Hong Kong, on est en 2021. Je surfe à Hong Kong et je subis un accident tout bête, un choc comme ça arrive régulièrement. Ma planche me tape dans la tête, je suis assommé, je me retrouve dans l'eau. Ça dure pas très longtemps, je sors de l'eau, pas très très grave, on va dire un peu en sang. Et de là, commence à se faire un constat. Je me rends compte que le sport de surf sur lequel je surfe depuis 10 ans, où on était 10, on est aujourd'hui 200, se côtoient des débutants, des gens un peu plus experts, et arrive cette idée de se dire qu'il n'y a pas de sécurité dans le surf. Guts est né vraiment de ce constat très simple, qui est aujourd'hui, quand vous apprenez un sport, on va dire, comme tu connais bien Armelle, par exemple le ski, tous les sports, le roller, le skateboard, le vélo, même aujourd'hui, tout le monde porte un casque. C'est-à-dire que la sécurité est présente, on va dire, dans tous les sports de glisse. Et un constat simple, le surf n'a pas cette notion de sécurité, ou enfin très très peu. Et de là, commence à venir l'idée d'un projet, de se dire, est-ce que finalement, avant de parler même de casque, vient l'idée de quelle est la sécurité ? De là vient l'envie finalement d'amener la sécurité dans le surf, de venir parler de sécurité, de venir parler de protection, et donc l'envie de créer des casques pour surfer. Et à l'époque, on n'en voit pas beaucoup, on n'en parle pas. On est en 2021 et Guts est né de cette idée de se dire ça va être compliqué de faire bouger les lignes, ça va être compliqué de changer un sport qui du coup a ses mœurs depuis des années, où le casque, qui on va dire c'est un sport un peu cool, comme était le snowboard, comme on a connu dans les années 90, personne mettait de casque, c'était pas cool. J'ai un groupe d'amis qui, comme moi, croient dans le projet, qui, comme moi, voient un bénéfice. On est en train de parler, à l'époque, c'est à peine une personne, 1% des gens qui portent un casque à l'eau. On se dit, ça va être long, ça va prendre du temps, mais ça va arriver. C'est le seul sport où c'est pas présent.
Et donc cette idée de gut, cette idée de courage, qui est un, le courage de faire bouger les lignes, deux, le courage aussi, tout simplement, pour les gens qui vont adopter le projet, de le porter, parce que c'est pas simple quand les autres vous regardent et que vous êtes le seul à mettre un casque. Et c'est le même cas aujourd'hui pour les écoles qui nous accompagnent. C'est ce courage de se dire, on est sur un sport qui va changer, mais c'est un changement positif. Et donc notre promesse de Guts aujourd'hui, c'est de d'amener une sécurité tout en gardant l'esprit libre du surf, de garder l'origine du sport tout en lui ramenant des éléments qui sont nécessaires, tels que la sécurité, parce que le nombre de surfeurs à l'eau a multiplié par deux depuis le Covid, et parce que le sport, le surf, comme beaucoup d'autres sports, est devenu finalement un élément, on en parlera peut-être plus tard, mais de tourisme. On va aujourd'hui prendre un cours de surf comme on va prendre un cours de ski. C'est devenu une destination touristique. Et donc, on a les plages qui, du coup, ont de plus en plus de monde. Et c'est dans cette démarche-là que Guts vient s'inscrire. Est-ce que, comme dans le ski, tu as un sujet, dans le ski et dans le snow ou même, dans le skate, je dirais avant même, le ski et le snow, tu as un sujet de leader d'opinion? C'est-à-dire que dans le ski, par exemple, on voit que les pisteurs secouristes, les moniteurs de ski sont quasiment les derniers à avoir adopté, ces équipements de sécurité, alors que c'est, les personnes les plus regardées sur, les domaines skiables et en station. Dans le skate, j'ai envie de dire, on a eu quelques ambassadeurs. Je pense à Tony Hawk, qui a été très, très rapidement, en fait, en compétition. Il a porté un casque avant certains autres compétiteurs. Est-ce que tu penses que dans le surf, ça va aussi passer par les leaders d'opinion? Je pense que oui, je pense qu'on va passer par les leaders d'opinion. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde travaille sur l'image et les réseaux sociaux, donc déjà la propagation est encore plus rapide. Mais je pense que le schéma est exactement le même. Si que tu le décris très bien, quand on a commencé le projet, je me souviens encore en 2021-2022, quand j'expliquais le projet, on allait voir des directeurs d'école, des directeurs de structures, de clubs, et je me souviens qu'à l'époque, ils nous regardaient avec des yeux énormes et c'était les premiers à nous dire: «Non, mais ça, c'est pas du surf. Nous, le surf, c'est pas ça. Le surf, c'est on est dans l'eau». Et pourtant, indirectement, ils entendaient l'enjeu qui consistait à dire, ils donnent des cours à des novices, particulièrement des gens qui apprennent, donc il y a un besoin de sécurité, mais dans le même temps, ils admettaient qu'effectivement, c'était pas l'essence du surf. Un peu comme t'expliquais sur le ski, c'est-à-dire que les moniteurs sont les premiers à vouloir donner les bons exemples, et ils le font, à mettre le bon apprentissage, mais dans le même temps, c'est les derniers à porter le casque. Dans le surf, on a à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on a des écoles, les écoles commencent à être réceptives, pourtant les moniteurs de surf sont les derniers à le porter. Alors je pense que dans ce qui va concerner le surf, ça va passer par deux choses. Ça passe, et on le voit, ça va être un petit peu comme dans le snow, vraiment les nouvelles générations. Aujourd'hui, on voit on voit les kids, je parle d'enfants, on sort d'une compétition à la Cano où il y avait des enfants qui avaient 10 ans, 12 ans. Pour eux, porter un casque, c'est pas un problème puisque de toute façon, comme j'expliquais, ils le portent déjà partout. Donc quand on leur dit: «Tiens, essaye un casque», pour eux, c'est logique de mettre un casque dans n'importe quel sport. Donc eux, et aujourd'hui ces enfants qui du coup sont un peu plus leaders qu'avant, c'est qu'en fait aujourd'hui ils ont une visibilité sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui finalement, tous les petits jeunes qui commencent à faire du surf, ils voient ces gamins qui ont 10-12 ans, qui cavent des spots, qui sont complètement fous, et qui mettent des casques. Et donc pour nous, ça va passer une partie par là, et on est conscient que ça va aussi passer par quelques leaders d'opinion, notamment, on s'en rend compte sur des gens qui ont des accidents. Nous, on a fait une rencontre fabuleuse avec Vincent Duvignac, qui du coup est un free surfer, qui a quitté le tour. Donc dans cette idée de free surfer, il y a cette idée d'esprit libre complet que représente Guts, qui a jamais mis un casque, et bon, il a un accident terrible sur une plage, sur une vague qu'il fréquente tous les jours en face de chez lui, et pourtant il va passer très proche de la mort, cervicale brisée, 1 an pour s'en remettre, donc pas rien. Et quand on l'a rencontré, lui-même nous disait: «J'aurais été le premier à vous dire que ça marchera jamais». Et pourtant, aujourd'hui, je me rends compte que l'accident, l'imprévu est partout, et qu'on fait un sport extrême. Que ce qui m'est arrivé à moi peut arriver à tout le monde. Donc les leaders d'opinion, oui, sont importants. Et je pense que les jeunes générations sont aussi vecteurs de porter un message fort pour l'avenir. Est-ce que tu as un chiffre clé comme, dans le ski où, 90 des conséquences des accidents qui impliquent, la tête et les cervicales auraient pu être, évitées s'il y avait eu un port de casque? Est-ce que tu as des choses comme ça, dans le surf? Oui, bah, un chiffre qui, je pense, parle énormément, c'est quand même de se dire que,
au CHU de Bayonne, ils avaient fait une petite étude. Un des médecins avait fait une petite étude et montrait qu'en fait 50% des accidents en surf se passent au niveau de la tête. Et dans ces 50%, on parle de commotion cérébrale. C'est un chiffre qui nous a, nous, l'idée vraiment dans le développement du projet, parce qu'on s'est rendu compte qu'au départ, devait porter le projet, c'était vraiment les chocs à la tête. On s'est rendu compte qu'en fait, le problème n'était pas juste le choc, le problème, c'était la commotion. Ouais, c'est à peu près le même concept que vous avez dans le rugby. Porter un casque, très bien, parce que la protection des oreilles, la protection des coupures, mais le choc cérébral est bien plus important. Et donc, ces chiffres qui nous consistaient à dire un accident sur deux en surf touche la tête, et sur ces 25%, on parle de commotion cérébrale. Alors, plus ou moins grave, mais quand même. Hem, alors comme toute entreprise qui démarre, il y a toujours des moments, un peu olé olé, un peu, galère. Quand il y a du développement de produits, c'est encore un autre type de galère. Est-ce que toi, tu en as eu, au début de Guts et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Nous, on a eu que ça. Nous, on a eu que ça parce que, déjà, on était très utopique. C'est-à-dire que on m'a toujours dit, moi, je viens pas du produit parce que je venais du service et tous les gens avec qui j'en parlais me disaient toujours la même chose quand je demandais c'était quoi les clés du succès pour lancer un produit, pour lancer, du coup, ce projet. Les gens me disaient: «Il y a 3 règles, c'est le produit, le produit, le produit». Donc en gros, ton produit doit être parfait, sinon ça sert à rien. Donc on était très exigeants et des galères, on en a connu parce que on est parti avec plein d'idées. C'est un peu comme on a développé un premier produit. On voulait faire des cagoules, ouais, une espèce de casque avec des cagoules interchangeables selon l'hiver, l'été. On a fait un an de développement acharné. Et puis un jour, tout s'est par rencontre. On a rencontré une nouvelle personne dans l'aventure qui nous a dit votre projet il est très bien, sauf que vous parlez de commotion cérébrale, donc vous voulez faire normer votre projet, oui. Bah, c'est pas possible, parce que si c'est des casques amovibles, ce sera pas normé. On s'est rendu compte qu'en fait, on manquait d'expertise, qu'on manquait de recul, parce que quand on fait un casque de surf, si aujourd'hui vous développez un casque de vélo, on va dire que vous avez un peu de référence sur le marché, vous savez ce qui marche pas. Nous, on arrivait dans le surf, il y avait personne. Il y avait une marque qui faisait des casques qui étaient pas normés, qui était là depuis des années, donc pas trop d'innovation. Et on savait pas trop comment avancer, donc on a fait énormément d'erreurs. Pour vous dire, on en est même arrivé. Moi, je voulais des casques très fit. J'étais un peu têtu. Je voulais des casques. C'était le concept d'un casque est dans l'eau. Le surf, c'est le plus compliqué. C'est des casques qui du coup confrontent les éléments. Vous devez passer sous les vagues. Vous êtes secoué tout le temps. Donc, le côté de fitting est vraiment clé. Je voulais un casque très très près de la tête, très fit. Et j'ai fait une erreur très grossière. J'ai oublié que ma tête ou la tête de mes collaborateurs, les gens qui m'entouraient dans le projet, n'était pas une tête universelle. Donc on a fait un casque qui était adapté à nous, pour nous. Il était parfait pour nous, hein, aucun souci. Mais il marchait pas pour les autres. Donc ça, on a fait une première heure de développement. On a dit c'est pas grave, on apprend de nos erreurs, on repart. Année suivante, je dis à tout le monde, le projet repart, on se relance, on va y arriver. On arrive au début de l'été, on va dire que je reçois 300 casques dans mon garage pour lancer le projet. Et là, on se rend compte qu'en fait, le casque est pas du tout adapté à la morphologie d'une tête, malgré que notre ingénieur nous ait bien prévenu en me disant 15 fois, Jean-Marc, tu fais une erreur, tu es têtu, tu ne veux pas écouter, faut pas le fitter autant, tu devrais, voilà. Donc là, erreur complète, on se rend compte qu'on a un casque qui marche pas sur le marché. Donc on en a fait. Après, ce qu'on en a appris, c'est plutôt que de voir toujours le verre à moitié vide, comment est-ce qu'on peut le voir à moitié plein et comment on peut en tirer une expérience. Je te prends un exemple tout simple. Quand on est arrivé, du coup, à ce moment, on est au mois de juin. On est au mois de juin, on avait prévu de sortir nos casques. On se rend compte que ça va pas marcher. Les gens commencent à donner des casques. Les gens nous font des retours en nous disant, bah non, mais je rentre pas dedans, il me fait mal. Et on se rend compte on n'a pas pris assez de recul. On n'a pas fait assez de tests. On n'est pas allé consulter assez de gens. Et ça, c'est vraiment un des conseils, c'est consulter un maximum de personnes. Toujours remettre en question le fait que on a tort. C'est un peu cette idée de se dire, un peu cette idée, peu importe ce que tu penses, essaye de penser l'opposé. Et dis-toi, si je pense l'opposé, est-ce que ce serait toujours vrai? Bah, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va en faire? Et de là, finalement, est venue une décision qui viendra un peu bouleverser le cours des choses, c'est qu'on a 300 casques sur les bras, on sait pas quoi en faire. Et puis on se dit, bah, tant qu'à les, on va pas les jeter à la poubelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les donner. On va les donner à tous les clubs de surf, toutes les écoles qui pensent que la sécurité a un intérêt ou un avenir dans le surf. Et on va se mettre, on était déjà en contact avec pas mal d'écoles à qui on voulait proposer l'idée de sécurité.
et on va leur dire: «Bah, écoutez, on arrive, on vous donne, 6 casques, 10 casques, utilisez-les si vous voulez ou pas, mettez-les sur la tête des enfants, sur la tête des adultes», parce qu'on parle aussi de ça, hein, de débutants ou pas débutants, et puis on vient et on si vous voulez jouer le jeu avec nous et on en parle. Il y a aucune pression, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit, ni de les garder après, ni de vous équiper, ni d'acheter rien. On veut juste avancer avec vous, et je pense que ce sera de cette erreur qu'on a fait, finalement, le meilleur transfert possible, puisqu'on a pris contact avec les écoles, on a eu des retours exceptionnels qui nous ont permis de développer le produit tel qu'il est aujourd'hui, de faire un changement qui a été radical, c'est-à-dire l'ajustement d'une molette qui soit adaptable. On est passé d'un développement où on voulait faire 4 tailles à un développement où aujourd'hui on fait 2 tailles. Donc des choses aussi adaptées à la cible, adaptées aux écoles qui nous disaient il faut qu'il y ait moins de modèles, moins de tailles. Et on a appris, on a refait le modèle, on a retravaillé et on en est ressorti encore plus heureux. Donc je pense qu'il y a toujours ce qu'on dit dans l'entrepreneuriat, c'est un peu, il y a des galères. Soit on met la tête dans le seau et on se dit bon bah j'y arriverai pas, c'est fini. Soit on se dit qu'est-ce que je peux en apprendre, qu'est-ce que je peux en tirer. Et pour le coup, on peut en tirer de bonnes choses. Pour nous, ça a été un vrai facteur positif. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a quand même des moments où tu t'es dit, tiens, là, j'ai eu de la chance, que ce soit dans le projet Guts ou d'ailleurs préalablement? Ah, je pense que je me le dis déjà assez souvent, que j'ai eu de la chance. Après, j'ai appris aussi pas mal de choses sur le côté de la chance. Je me rends compte parce que souvent les gens vous demandent, vous avez un peu ce côté du: «Est-ce que la chance c'est inné? Est-ce que ça se provoque? Comment ça fonctionne?» En fait, je me suis rendu compte aussi avec les gens que je rencontre, c'est que finalement, la chance, c'est lié à 2 choses. Les gens qui sont passionnés, les gens qui ont des convictions et les gens qui vraiment sont animés par un projet avec une vraie vision. Finalement, ces gens-là, on a envie de les aider, et donc finalement, je me suis rendu compte avec le temps que moi j'ai eu pas mal comme ça, de même au début, de gens à qui j'expliquais et les gens me disaient: «Mais attends», et j'en ai eu pas mal, hein, des trucs comme ça. On m'a dit: «Mais attends, faut que je te présente telle personne qui est à tel endroit, qui va vraiment pouvoir t'aider parce que ton projet, ça va lui parler». Je me suis rendu compte, au début, je me disais: «Waouh, quelle chance», et c'est vrai que c'en est, mais je me suis rendu compte aussi que je faisais la même chose avec d'autres personnes, juste parce que, comme je dis, quand les gens sont animés d'une énergie qui est bonne, d'une mission qui vraiment apporte quelque chose, peut amener du changement, peut amener des valeurs, une vraie valeur ajoutée, d'une passion, de l'énergie, et ces gens-là, on a envie de les aider, et c'est un peu ça, je dis tout le temps, faut garder ce côté positif, quoi, même quand ça va pas, parce que la chance reviendra, parce que les gens verront que finalement, l'idée est bonne. En tout cas, l'énergie, la passion derrière est bonne. Quelle place tu laisses, à l'intuition, aux synchronicités ou à d'éventuelles, rencontres fortuites dans ta vie, dans tes choix? Je dirais tout. En fait, je dirais tout parce que je pars vraiment du principe que je ne sais pas, que j'ai pas la réponse à tout, que j'ai pas de boule de cristal non plus, et donc j'essaye de me dire que finalement tout projet est ajustable et malléable. L'important, c'est d'avoir une vision. Je sais ce que je veux faire du projet. Bon, si on parle de Guts, par exemple, on sait ce qu'on veut en faire. On voit cette vision à long terme, c'est-à-dire qu'on sait qu'à long terme, alors est-ce que, et c'est toute la question du projet, est-ce que ça va se passer dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Le port du casque sera certainement obligatoire dans l'apprentissage, dans les écoles, certainement dans les compétitions, comme ça le devient en kite, en foil, et du coup, c'est de se dire: «La vision est là, ça va arriver, quand? Je ne sais pas. Quelle forme ça va prendre? Je ne sais pas non plus vraiment», et donc savoir rester ouvert au changement, savoir rester à l'écoute de ce que les gens vous disent, parce que moi j'avais un peu cette tendance, aussi en vieillissant, mais en étant plus jeune, de me dire: «J'ai raison, les autres ont tort, ce qu'il dit c'est n'importe quoi, ça n'existe pas». Avec le recul maintenant, je me rends compte que non, il faut garder l'intuition, il faut garder la part à l'agilité, parce que parfois les gens vous donnent des conseils et c'est bon de se dire: «Bah, peut-être qu'effectivement je vais bouger». Nous, on le voit par exemple, on développe un casque pour le surf. Je rencontre un directeur de structure qui lui fait du kitesurf et qui nous dit: «En fait, votre projet, il est pas mal parce que nous, dans le kite, on a toujours des gros casques un peu lourds, un peu». Je dis pas qu'ils sont moins bien que le vôtre, ils sont très bien, nous on les aime bien, mais votre casque, il apporte une nouvelle offre sur le marché. Il est plus léger, il est ajustable, il est français, et finalement, ça peut être intéressant dans les autres sports de glisse. Et là, on se rend compte que, ah, bah, finalement, on fait de la crédibilité dans le surf, mais faut pas négliger qu'il y a peut-être d'autres secteurs. Et donc, c'est toujours de se dire à l'intuition, un peu plus même qu'au feeling, savoir écouter et savoir se dire que bon, on n'a pas toujours la boule de cristal, et donc on avance vraiment au feeling, et on le fait très souvent. C'est un peu
j'ai envie de dire, mais je dirais même que c'est un bon challenge. Parce que ça permet de se remettre en question, ça permet de se poser les bonnes questions parfois. Ça veut pas dire qu'on va changer, mais ça veut dire qu'on se repose des questions, on se remet dans la ligne directrice, on regarde l'objectif et on se repose la question de où est-ce qu'on veut aller. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es senti au bon endroit, au bon moment? Ah, où est-ce que je me sens au bon endroit au bon moment? Alors, si on prend d'une façon très abstraite tous les jours, je veux dire, à chaque fois que je suis dans l'eau et que je surfe, je me sens au bon endroit au bon moment. Et c'est assez vrai parce que du coup, ça me ramène vraiment au sujet de me dire, je fais quelque chose qui a du sens. Je suis une passion. Je vois le sport tel que je l'aime. Je comprends cet esprit libre et je reconnecte vraiment tout ce qui a de valeur à ce que Guts représente pour moi. C'est-à-dire que quand les gens vous disent: «Ah, vous voulez mettre des casques», moi, quand je vais surfer, que je suis dans l'eau, que je me trouve au bon endroit, je me dis: «C'est un sport que j'aime, je suis forcément à ma place, je veux juste lui apporter quelque chose de plus. On est là pour des bonnes choses» et à chaque fois que je suis dans l'eau, finalement, c'est là où je me sens le mieux connecté au projet que je suis en train de faire. C'est-à-dire être dans son élément. Mais je pense que c'est valable pour beaucoup de personnes dans beaucoup d'autres domaines. C'est finalement, un directeur d'usine, je pense que c'est quand il descend dans son usine, qu'il va sur la chaîne de montage, que finalement il se rend compte que quand il voit ses productions d'objets, de voitures ou peu importe, il se dit: «Je suis au cœur, c'est là que ça se passe et c'est ça qui a du sens». Bah, moi, c'est pareil quand je suis dans l'eau, quoi, pour faire simple. Alors hormis, une erreur de choix au début de la création de Guts, est-ce qu'il t'est arrivé de rater ta chance ou de faire une erreur majeure? Et avec le recul, comment tu l'interprètes ou en tout cas, qu'est-ce que tu en retiens? Rater ma chance, alors c'est un grand mot, je pense qu'on rate pas sa chance parce que je pense que j'ai jamais raté une chance. Je pense que j'ai raté des opportunités. On va plus le dire comme ça. Je pense que j'ai raté des opportunités, c'est-à-dire quand vous commencez au début, vous savez que vous parlez du projet, on a, sans tout citer, vous savez, vous avez une marque qui s'approche de vous et qui vous dit: «L'idée est bonne, on pourrait peut-être avancer le projet avec vous» et vous vous dites: «C'est pas ce que j'ai envie, c'est pas ce que je veux faire». Ça aurait pu être une opportunité et puis vous vous dites après un recul, finalement ça m'aurait aidé peut-être à gagner 4 ans, parce qu'on a mis à peu près 4 ans à développer le projet, d'être soutenu. Je pense pas que c'était rater une chance. Je pense que c'est une opportunité qui est arrivée et comme tous les gens qui font ça à un moment donné, il y a une croyance. Tu vois bien, Mel, à un moment donné, cette idée d'intuition. Cette idée de est-ce que je sens que ça va, comme on dit, ça aurait pu très bien, commercialement parlant, devenir une vraie opportunité. Mais au niveau expérience, même personnelle, est-ce que c'est ça que je voulais? J'en suis pas sûr. Et donc, c'est pour ça que je parle d'opportunité, c'est que j'en retire qu'au final, c'est facile de se dire qu'on a raté une chance. Moi, je pense que c'est plutôt que ça nous a permis de nous, enfin moi particulièrement, de se remotiver sur le projet et de se dire: «C'est pour telle chose que j'ai voulu le faire, donc finalement, c'était une bonne raison». Je l'ai fait pour une bonne raison, donc ça vaut le coup de se battre encore 2 fois plus. Par contre, après, il faut se battre 2 fois plus parce que du coup, vous vous dites effectivement, ça aurait pu être plus simple, bon, bah, va falloir se battre. Est-ce que, dans ton aventure, entrepreneuriale depuis, ses débuts, tu as eu, des coups de bol ou des coups de bluff éventuellement? Oui, ouais, ouais, que ça, ouais, il y a une expression anglaise que disaient beaucoup les Anglais quand j'ai vécu longtemps en Asie, dont à Hong Kong, qui est cette expression qui dit, «Fake it till you make it». C'est-à-dire, en gros, fais semblant jusqu'à temps que tu arrives au bout et c'est quelque chose qui m'a vraiment drivé tout le long, c'est que quand on parle de coup de bol et coup de chance, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'ai appris, et c'est un conseil qu'on m'a donné encore une fois, à vraiment se fake it till you make it. C'est cherche pas la perfection, cherche pas à vouloir tout savoir, cherche pas à avoir réponse à tout de suite. Les choses vont venir. C'est en gros, c'est en marchant qu'on se met à courir. On commence pas un ultra trail demain. C'est parce que tu vas commencer à marcher, que tu vas commencer à courir 5 kilomètres, que tu vas apprendre à en courir 10, que tu vas faire un semi, un marathon, et puis peut-être qu'un jour tu pourras faire un ultra trail, un Ironman. C'était exactement pareil dans le business, on apprend en fait finalement, moi j'ai appris à fake it till you make it, c'est-à-dire je savais pas faire. J'allais dans l'événementiel, surtout ce qui va être le luxe et les événements de luxe. On a pris des événements de luxe énormes, on savait pas faire. Est-ce que vous allez faire un énorme défilé de mode pour Chanel? On a 2000 personnes. On dit ouais, bien sûr, on fait que ça. Mais bien sûr qu'on sait faire. Et puis du coup, on commence. C'est un avantage, c'est que déjà, je pense que les gens en face de vous sont pas trop dupes. Il se dit bien, il est pas complètement sûr de lui. Mais d'un autre côté, encore une fois, on revient à, c'est pas du mensonge, c'est l'envie. Les gens voient que vous avez envie, ils voient qu'il y a une certaine passion, ils se disent finalement, lui, par rapport à quelqu'un qui l'a fait 10 fois, il va peut-être sortir quelque chose d'un peu différent.
Et puis, vous, d'un autre côté, ça apprend à grandir. On est obligé de se renseigner, on est obligé de travailler avec des gens, on est obligé de faire des rencontres. Et c'est ça qui est pas mal. Moi, j'ai toujours adoré ce côté, justement, je sais pas faire, je bluffe. Par contre, derrière, qu'on soit bien clair, c'est pas bluffer pour bluffer jusqu'au bout. L'idée, c'est bluffer autant qu'on peut, parce qu'à la fin, il faut savoir délivrer. Et c'est pareil dans tout, c'est pareil dans Guts. On a toujours promis, oui, oui, on a un produit, mais il est presque fait, on arrive. On n'avait pas de produit, on savait même pas comment on allait sortir, on avait encore plein de problèmes mais on savait qu'on allait y arriver. Donc c'est bluffer et redoubler de travail pour être sûr qu'on va faire quelque chose et qu'on déçoit pas les gens. Dans les moments difficiles que tous les entrepreneurs rencontrent, qu'est-ce qui, toi, te fait tenir? Où est-ce que tu puises ta motivation? Je pense que déjà, je puise ma motivation dans les rencontres que je fais. C'est pas un faux de le dire, hein. C'est-à-dire que je puise vraiment ma motivation dans les rencontres que je fais, parce que généralement, je me rends compte que c'est généralement quand je suis au plus bas, quand j'y crois pas, alors que déjà, j'ai la chance d'être entouré et d'avoir une femme qui me dit à chaque fois: «C'est pas grave, tu crois dans ce que tu fais et si toi tu sais que ça va marcher, ça va marcher». Peut-être pas tout de suite, peut-être pas demain, donc j'ai déjà cette chance-là, on va dire. Et puis après, effectivement, j'ai toujours cru, dans cette idée de rencontre. C'est un peu, j'ai un truc que je dis beaucoup, dans les agences d'événements, que je gère. Je dis souvent à mes équipes, on sauve pas des vies. On est des gens, on fait du marketing, on aide les gens à vendre des produits, on ne fait que ça. Donc quand tout le monde me dit: «C'est un drame, il y a eu tel problème», j'ai appris, avec le temps à toujours leur enseigner ça, de dire: «C'est pas grave, on sauve pas des vies au final». Et je pense que ce qui me motive dans le projet Guts, c'est, quand ça va pas, quand on est au plus bas, quand je dis toujours, c'est la cata, on va pas y arriver, c'est personne nous écoute, les gens comprennent pas l'enjeu de sécurité, ou on a des problèmes de production. Et bah, du coup, je me dis l'inverse. Je me rappelle que je me disais souvent: «On sauve pas des vies», et là, je me dis: «Bah, finalement, si, peut-être qu'on sauve des vies». Et ça paraît un peu enchanteur, mais c'est la réalité. Je me dis: «Il y a une vraie cause, alors on se relève et on y va, quoi». Et il faut être entouré. C'est-à-dire que j'ai quand même des gens dans le projet qui savent me dire: «Non, non, mais il y a des choses positives, regarde le positif, regarde ce qu'on a fait». Ma femme me dit toujours ça: «Regarde dans le rétroviseur et regarde d'où on vient». Et avec le recul, quand on regarde dans le rétroviseur, on se dit: «Ouais, c'est vrai. Il y a 4 ans, on savait même pas comment ça fonctionnait un casque de surf. Il y a 4 ans, personne ne voulait nous écouter, nous recevoir. Aujourd'hui, c'est des petits pas, mais chaque petit pas fait avancer». Un peu comme ça qu'on se relève, je pense. C'est en regardant les petites choses qu'on a fait, mises bout à bout, qui font pas quelque chose d'énorme, mais qui font quand même que, bah, on continue à avancer, quoi. On n'est pas en train de reculer. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est peut-être ça, c'est peut-être de croire dans ton instinct, mais reste lucide. Parce que j'avais ce côté un peu, on me dit toujours: «Faut que tu crois dans ce que tu fais, crois dans ton instinct». C'est vrai, mais un jour quelqu'un m'a dit: «Reste lucide», parce que finalement, c'est très bien de rêver, il faut rêver. La lucidité, c'est ce qui fait aussi qu'à un moment donné, on arrive à sortir quelque chose, et aussi emmener des gens derrière un projet. Comment tu vois les choses, pour, les 10 prochaines années pour notre industrie, du sport outdoor? Comment je le vois? De mon humble vision, moi je dirais qu'on va aller dans une évolution de ce qui se passe. Donc on va faire dans un étirement, c'est-à-dire qu'on le voit, je pense aujourd'hui l'outdoor, le sport outdoor déjà devient plus performant. C'est-à-dire qu'on a de l'innovation dans l'équipement. Donc déjà, je pense qu'il y a un aspect technologique, innovation dans la façon dont on prépare l'outdoor, que ce soit préparer un ultra trail, que ce soit préparer une course de 5 kilomètres, ou même préparer un entraînement de surf, ou juste aller dehors s'entraîner. Les gens se préparent. On a des outils pour pouvoir mesurer, pour pouvoir, que ce soit dans tout, dans l'alimentation, tout ce qu'on fait. Donc je pense qu'il va y avoir un côté performance et vraiment innovation dans la performance. Je pense qu'on va aussi aller ça va être lié à la démocratisation de l'outdoor. De plus en plus, je dois avoir moins de chiffres que toi, mais l'outdoor explose. On est en pleine explosion de l'outdoor. Les gens veulent, nous, on parlait de surf quand je disais après Covid, il y a 50% de plus dans le surf. Je pense qu'il y a un côté touristique, tourisme au sens positif, hein, du sport. C'est-à-dire que je pense que ce qui s'est passé dans le ski va se passer dans à peu près tous les sports outdoor. C'est-à-dire de la même façon qu'on prend une décision de partir une semaine, faire du ski, donc dans un centre, ouais, c'est une station de ski, et puis on va tous faire du ski, va un peu se démocratiser. C'est-à-dire que de la même façon, on ira prendre une semaine pour aller à Osgore faire du surf. On prendra
une semaine pour aller avec ses copines faire un trail, pour aller faire une retraite de sport, pour aller. Donc les gens vont de plus en plus aller vers l'outdoor. Ça va plus être réservé finalement aux professionnels. Ça va se démocratiser dans le sens où tout le monde aura accès à plus de technologies, plus d'équipements, plus de possibilités de le pratiquer partout et de le pratiquer dans tout type d'environnement. Est-ce que tu aurais, pour terminer, un conseil de livre, à lire, de documentaire ou de film à regarder? Oui, alors, c'est un livre que je relis très souvent, même 2 livres que je relis très souvent, mais c'est le même auteur, donc ça va, je peux. Comme j'expliquais au tout début de mon parcours, je viens je viens de la publicité, donc de l'événementiel et de la publicité et je conseille à tout le monde de lire un livre qui est le livre de Paul Ardenne. Paul Ardenne était le creative director de Saatchi & Saatchi. Et il a écrit un livre formidable. Déjà, le premier s'appelle Whatever You think the opposite. C'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure quand je disais comment est-ce que je fonctionne. Et dans mes motos, ben, c'est un peu ça. Et puis son deuxième livre était en anglais, je vais après le trouver en français, c'était It's not how good you are, it's how good you want to be. Et je trouve que ces livres sont fabuleux parce qu'ils permettent de se rendre compte qu'effectivement, on parlait d'erreurs, on parlait d'échecs, de comment on rebondit. C'est un peu le sujet aujourd'hui entre nous, Armel, mais c'est un peu ça. Il permet de voir les choses toujours sous un autre angle et de se dire quelque chose qui a été mal pensé finalement peut devenir quelque chose de magique. Il a créé des pubs, notamment pour British Airways, qui étaient formidables. Il explique que d'une erreur de créa, ils ont fait des pubs formidables parce que ça a été retourné. Et je pense que ces livres méritent d'être lus. Ils sont faciles à lire. Et après, c'est fait comme du marketing et de la pub. Mais je recommande vivement à tous les gens qui veulent avoir, comme on dit, des espèces de petits conseils et se redonner un peu de coup de boost. Je pense que c'est des livres qu'il faut lire. Je te rejoins et je me permets juste, s'ils sont pas juste intéressants, en fait, pour certains d'entre eux, ils sont drôles et graphiquement, ils sont magnifiques. C'est des tout petits livres, ils sont vraiment pas longs, ils se lisent très rapidement. Et il y en a un troisième qui est très drôle, plein de sagesse, qui s'appelle God Explained in a Taxi Ride. Et c'est vraiment truculent. Donc vraiment, les trois, je vous invite à les lire parce qu'ils sont extraordinaires. Ah, ça me fait plaisir qu'on ait la même référence, Armel. Non, et c'est vrai qu'ils sont bien faits parce que c'est des livres qui sont pas récents. Et ça permet aussi de montrer que finalement quelque chose qui est bien fait, une œuvre qui est bien faite, et comme tu dis, qui est drôle, qui est percutante, qui est facile à lire, qui parle à tout le monde, qu'on ait 10 ans ou qu'on en ait 80, ce côté intergénérationnel, sans se prendre au sérieux, graphiquement passionnant, qui mêle tout ce qu'il a pu faire dans la pub, je suis tout à fait d'accord, il faut les lire. Gone in a Taxi est très drôle. J'ai pas noté parce que du coup. Il est moins business, il est moins comme, mais il est très drôle et il est Exactement. plein de sagesse Tout aussi. à fait. C'est ma dernière question. Est-ce que tu peux décrire le reste de sa vie en 5 mots? Oh. Alors déjà, j'espère qu'elle sera assez longue pour que tout puisse suivre. Le reste de ma vie en 5 mots, je pense que le premier mot serait 2 mots en un. Ce serait vraiment sport et longévité. Parce que je pense que je me rends compte à quel point aussi avec l'âge, l'importance du sport, l'importance du sport comme bien-être mental, bien-être pas que physique, mais vraiment mental. Et donc je pense que le reste de ma vie sera orienté dans le sport, faire du sport, être dans le sport. Je pense que la deuxième chose sur le reste de ma vie, ce sera curiosité. Je pense que c'est un peu drivé, ça a été mon motto tout le temps. On parlait d'ouverture aux opportunités, à ce qu'on se dit, donc la curiosité. Le reste de ma vie sera aussi en un mot, rencontre. Le troisième mot sera rencontre. Je me rends compte à quel point, peu importe ce qu'on fait, hein, que ce soit, on parlait d'outdoor, d'aller courir avec des gens, d'aller faire du surf avec des gens, le concept de communauté, je trouve, de rencontre. Moi, ce sera le reste, ce fera partie des mots du reste de ma vie. Si je devais finir tout seul, je pense que je finirais malheureux. Je pense que j'ai besoin d'avoir une communauté. Je pense que j'ai besoin de faire des rencontres. Donc ça, ce serait important. Il m'en reste deux. Je dirais la patience. J'aurais une vie de patience parce que je me rends compte aussi qu'à courir, finalement, la patience fait que qu'on arrive à assimiler, qu'on arrive à prendre des décisions plus mesurées, et que finalement, être patient, bah, ça amène, c'est pas du tout une question de sagesse, mais ça permet aussi d'avoir un peu plus de sérieux. C'est comme quand on court. Ça amène du rythme et ça permet de tenir sur le long terme. Je dois en mettre à 4. Ouais, allez, un petit dernier pour la route. Allez.
Un petit dernier pour la route, je dirais la notion de plaisir. Vraiment de plaisir au sens pur, c'est-à-dire de vraiment faire des choses qui m'intéressent. Et c'est ce qu'on fait, et c'est ce que je fais avec Guts, c'est cette notion de plaisir. C'est-à-dire, éviter, on a tous des contraintes, hein, je dis pas qu'il faut pas en avoir, mais prendre du plaisir à ce qu'on fait, trouver du plaisir dans les choses, et c'est pas juste, le bonheur comme on dit toujours, il faut trouver le bonheur. Je pense que c'est pas ça du tout. C'est trouver du plaisir dans toutes les choses qu'on peut faire. Il y a des choses qui sont rébarbatives. On fait, nous, par exemple, avec Guts, des choses très pénibles, quand on a des erreurs, des productions, mais dans ma vie à venir, c'est vraiment ça. Ça va être, prendre du plaisir. Donc en gros, ouais, on peut dire ça, la curiosité, le sport, on va le mettre au-dessus, heu, les rencontres, la patience et le plaisir. Un grand merci Jean-Marc Guignard, cofondateur de Guts, d'avoir été notre invité pour cet épisode. Eh bien, un grand merci Armelle. Voici les 5 points clés à retenir. Le premier, quand vous vous lancez dans une entreprise avec des produits, ne vous prenez pas comme le client modèle, mais confrontez-vous à de véritables utilisateurs. C'est eux qui vous permettront de vous confronter à la réalité du marché et d'avoir les meilleurs feedbacks clients. Le deuxième point, la chance, c'est donner envie au reste du monde de vous aider. Le troisième point, c'est que tout projet est malléable. Le tout, c'est d'avoir une vision solide à long terme, de croire en son instinct, tout en restant lucide. Le quatrième point, c'est la punchline de l'épisode Fake it till you make it. Et enfin, le dernier point, quand c'est difficile, relativisez, prenez de la hauteur, rappelez-vous que, à moins que vous ne soyez chirurgien, vous ne sauvez pas des vies. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.